Bonjour. Bonjour Christophe, comment allez-vous? Bonjour. Allô? Allô, bonjour. L'antenne, micro. On nous reste encore 10 secondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue au bar de l'économie. Il va faire chaud aujourd'hui et nos sujets sont chauds, vous allez voir. Nous allons parler de la ville de Saint-Martin-du-Tertre en Val d'Oise. Nous parlerons du futur du travail, des métiers bien sûr, et puis d'un nouveau service permettant d'aider le voyageur à faire valoir ses droits quand il voyage et quand il prend l'avion notamment. Et pour cela, et pour parler de tous ces sujets, eh bien j'accueille tout de suite Jacques Ferron, bonjour. Oui, bonjour aux auditeurs. Vous êtes maire de Saint-Martin-du-Tertre depuis mars 2014, un très joli village du Val d'Oise d'environ 2800 habitants. Saint-Martin fut un haut lieu de la résistance. On y trouve plusieurs monuments, le château de Franconville, la pierre turquoise, l'obélisque du Méridien de Paris, mais aussi la tour du Guet, et puis un lavoir, le lavoir du Vivray. Voilà, de très jolies villes. Un menhir aussi dans la forêt de Carnel. Et ensemble, si vous voulez bien, on parlera de la vie communale qui n'est pas toujours de tout repos, du centre hospitalier, de la maison communale et des gens du voyage. À vos côtés, et pour parler du futur du travail, Luc Bretonne, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Institut G9+, le think tank numérique. Vous êtes directeur aussi du technocentre du groupe Orange et d'Orange Fab, le réseau d'accélérateurs internes et externes du groupe. Alors vous êtes un expert en nouvelles technologies et vous avez coécrit un livre avec Didier Carré et Olivier Tranois, et puis vous avez d'ailleurs fait préfacer ce livre par Stéphane Richard. Vous avez aussi collaboré avec une philosophe et puis quelqu'un qui est spécialisé en social, en impact sociétaux, un sociologue, voilà, c'est Jean Villard. Et ce livre s'appelle #Futur du travail, et c'est de ça dont on va parler, de l'évolution du travail. Va vous accompagner sur ce sujet Bernard Barbier, qui va arriver dans quelques minutes, mais il est dans les embouteillages, donc on lui dit bonjour de loin. Il est directeur de Défi Métier, un groupement d'intérêt public créé en 1995 pour comprendre l'emploi en Île-de-France, et il s'occupe surtout de formation professionnelle. Voilà. Et puis, bien sûr, à nos côtés, comme d'habitude, notre start-up du jour. Aujourd'hui, c'est Air Refund. Elle est dirigée par Laurent Sautré. Bonjour Laurent. Bonjour. Avec vous, eh bien, on parlera de comment vous mettez en place ce nouveau service permettant d'aider le voyageur à faire valoir ses droits en cas de retard, notamment de vol et autres, et vous allez nous expliquer tout ça dans quelques minutes. Mais tout de suite, comme d'habitude, ce sont les infos du jour. Alors, première info du jour, eh bien, en Val d'Oise, 600 contrats d'emploi francs ont été signés depuis 14 mois. Je vous propose d'entendre ma rencontre avec le député Aurélien Taché sur ce sujet, puisque c'est lui qui a mené ce projet de loi qui a été voté il y a donc 15 mois. Sur cette thématique de l'insertion professionnelle, de l'inclusion et notamment dans l'emploi, parce que je pense que cette majorité et ce gouvernement a fait de la création d'emplois, de la baisse du chômage une priorité, mais ce n'est pas faire baisser le chômage pour faire baisser le chômage, c'est aussi pour que tout le monde puisse accéder aux opportunités que cette situation économique plus favorable et qu'on essaye d'impulser peut mettre en place pour aussi des publics qui trop souvent passent à côté des opportunités qui sont créées. Alors bien sûr, il y a eu les emplois francs, on en a parlé. L'un des autres aspects qui me semble important et sur lequel j'ai pu travailler moi récemment est de créer des droits sociaux pour ces travailleurs indépendants d'un nouveau genre, travailleurs des places. Soit parce que on a pour des publics, pour des jeunes qui viennent de quartiers plus difficiles, une appréhension de la discrimination parfois malheureusement et qui fait qu'on a du mal à trouver un emploi, mais aussi parce que ces jeunes peuvent aspirer à une forme d'autonomie, à une forme de liberté que procure le travail indépendant. Mais cette liberté, elle a souvent un prix aujourd'hui et qui est malheureusement trop souvent celui de la précarité, puisque on n'est pas sur les travailleurs indépendants qui étaient ceux des années 60-70 où on lançait un commerce, un artisanat, une pharmacie, que sais-je, et vous avez rapidement de quoi, avec votre patrimoine, vous protéger socialement contre les risques de la vie. Là, les situations sont souvent beaucoup plus compliquées, et donc pour ces travailleurs des plateformes, ces chauffeurs de VTC, ces livreurs à vélo qui
maintenant se développe de plus en plus, il faut créer des nouveaux droits sociaux. Donc moi j'ai proposé un certain nombre de choses dans la loi d'Elisabeth Borne là, qui vient d'être adoptée en première lecture sur les transports. J'ai proposé notamment avec ma collègue Bérangère Couillard que les chauffeurs VTC puissent voir et toujours la possibilité de refuser ou d'accepter une course et de connaître le prix minimal qui leur sera proposé. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, un chauffeur VTC devait accepter une course sans même savoir combien il allait gagner en réalisant cette course. C'était quand même un manque de considération absolue pour ces chauffeurs, qui était quand même quelque chose d'inacceptable, de déséquilibré. Donc on a réussi à mettre ça en place. On a mis en place aussi la possibilité pour les plateformes de prendre des chartes sociales. On a parlé de chartes aujourd'hui pour l'engagement des entreprises sur les publics éloignés de l'emploi. Et bien là, c'est les plateformes qui prennent des chartes et qui s'engagent à expliquer comment elles calculent le prix qu'elles vont verser aux chauffeurs, comment elles s'assurent qu'il aura un revenu décent, comment elles garantissent un minimum de protection, même s'il ne s'agit pas de se substituer à la protection sociale, à la sécurité sociale publique, mais comment, dans l'attente d'une véritable sécurité sociale publique pour tous ces travailleurs indépendants, on est certain qu'il y a, en cas d'accident du travail, en cas d'arrêt maladie, des choses qui sont prévues par l'entreprise. Au titre de sa responsabilité sociale, l'entreprise développe un certain nombre d'engagements. Et on a mis aussi en place des droits nouveaux. Alors moi, j'ai souhaité pouvoir proposer un amendement qui mettait en place une représentation des travailleurs des plateformes, avec la capacité pour eux à désigner et à élire des représentants qui négocient ensuite leurs conditions de travail avec les plateformes. Le gouvernement a jugé que c'était pas encore tout à fait mûr d'instaurer des élections professionnelles au titre des plateformes, mais a du coup, suite à l'amendement que j'ai proposé, lancé une mission, un travail de 6 mois qui devra aboutir à une représentation professionnelle de ces travailleurs, parce que ça me semble extrêmement important. Et enfin, on a créé 2 nouveaux types de droits pour les travailleurs des plateformes. Vous savez que ce sont souvent des travailleurs très mobiles. Les jeunes entrent dans ce secteur et puis après, ils veulent évoluer. Donc on a créé un droit à la formation professionnelle. Les plateformes doivent contribuer sur le compte de formation professionnelle de ces travailleurs. Et j'ai proposé aussi qu'un droit à la portabilité des données soit mis en place. Aujourd'hui, on sait bien que l'économie de ces plateformes, elle repose beaucoup sur la notation. Vous prenez un chauffeur VTC, puis vous allez mettre une 3, 4, 5 étoiles. Vous allez mettre des commentaires. Toutes ces données personnelles, le chauffeur n'y a pas accès. C'est la plateforme qui les garde. Alors que lui pourrait en avoir besoin pour valoriser la suite de son engagement professionnel, pour montrer qu'il a été au contraire exemplaire, que les clients apprécient particulièrement ses prestations. Et donc j'ai fait adopter un amendement qui permet aux chauffeurs d'avoir droit à ces données, d'avoir droit à un accès à ces données, de les télécharger. Les plateformes doivent pouvoir mettre en place quelque chose qui leur permet à chaque chauffeur de récupérer ces données et de pouvoir les valoriser dans ce parcours. Merci beaucoup aux députés. Peut-être que nos invités du jour veulent réagir sur justement cette loi et puis ce type d'emploi. Luc Breton, peut-être ? Donc, ce qui vient d'être dit sur la portabilité des données est tout à fait fondamental. Je pense que les données doivent appartenir, c'est un patrimoine personnel et professionnel et qui doit appartenir à ceux qui les génèrent. Et donc le fait de pouvoir partir avec ces données vers d'autres plateformes, d'autres services me semble faire partie des droits fondamentaux qu'il faut réaffirmer. Aujourd'hui, clairement, il y a un déséquilibre extrêmement fort au profit de ces plateformes qui, par ailleurs, pour beaucoup, je crois que j'enfonce une porte ouverte, ne payent pas l'impôt comme il se devrait là où sont consommés les services. D'ailleurs, plusieurs voix se sont fait entendre pour essayer de mettre l'impôt au lieu de consommation dans les pays dans lesquels les clients consomment ces services, ce qui n'est pas le cas. Et donc je pense que le politique, de ce point de vue-là, moi je suis plutôt libéral de confession économique, mais je crois que le politique sur ces sujets-là doit intervenir, doit reprendre toute sa place pour rééquilibrer effectivement ce qui a été très bien dit précédemment par votre invité, rééquilibrer le dialogue entre ces travailleurs et puis les plateformes. Par ailleurs, je pense que des technologies comme la blockchain vont permettre également de potentiellement disrupter ces positions acquises. Vous savez qu'il y a une loi dans les réseaux qui s'appelle la loi de Metcalfe qui fait que la valeur d'un réseau est au carré de ses participants, ce qui crée des monopoles privés par construction, par design, dès le principe que vous êtes leader d'un marché, et donc ce qui explique la toute-puissance de ces plateformes qui écrasent la concurrence, qui l'éliminent, même qui la laminent par des coûts marginaux. Donc c'est important de pouvoir recréer de la concurrence, je pense, sur ce type de plateforme, et en particulier si on pouvait avoir des plateformes européennes. Je ne dis pas qu'il faut interdire les plateformes étrangères, loin de moi cette idée, mais si on pouvait réintroduire une concurrence avec des acteurs locaux, ça me semblerait tout à fait
le bon sens opportun, ce qui existe par ailleurs en Asie ou dans d'autres latitudes. Voilà, rien n'est perdu. Il faut simplement qu'on on travaille, on achète déjà franco-français. Ça ferait déjà avancer un petit peu toute notre machine économique. On a beaucoup de progrès à faire, comme je l'ai déjà dit. La France n'est qu'à 14% d'achat du Made in France, alors que les Allemands sont bien devant nous. Chaque achat est un bulletin de vote. Voilà. Il faudrait partir de ce principe-là. Donc, si on pouvait voter un petit peu plus communauté européenne, ce serait pas mal. Donc, mon invité, comme vous avez dit, Luc Breton, c'était donc le député Aurélien Taché, député du Val d'Oise. Il y a autre chose qu'il faut signaler quand même, je voudrais compléter ce que vous avez dit, c'est que de toute façon, tout notre comportement est étudié quand on achète sur Internet, même si on est anonyme, parce qu'on n'est pas obligé de déposer nos noms. Et en fait, les plateformes et autres réseaux, qu'ils soient français, américains, asiatiques ou autres, font des études par rapport à ce qu'on achète de toute façon. C'est bien ça ? L'anonymat est tout à fait relatif, parce qu'à partir du moment où vous connectez à un service, vous avez un cookie, c'est-à-dire un petit fichier qui vient se positionner sur votre terminal, que ce soit un smartphone, un ordinateur ou votre voiture par exemple, qui est connecté, puisque ce sont des interfaces, ou votre télé même aujourd'hui, qui est connecté à Internet évidemment. Et donc ce cookie est recoupé par les marques à l'insu de votre plein gré, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous avez cliqué parce que vous n'avez pas envie de lire les conditions générales de vente de ces services qui sont écrits en tout petit sur 30 pages par des juristes et qui sont tout à fait abscons pour le commun des mortels. Et donc finalement vous êtes traqué. Et les marques se croisent ces cookies, ces données cookies, et recréent votre identité, encore une fois à votre insu. Moi je suis convaincu, je pense que la plupart des consommateurs, des utilisateurs ne savent pas ce qui se passe derrière, mais ils comprennent qu'à la fin ils sont traqués, parce que il se trouve que quand vous faites des travaux de robinetterie chez vous, et bien comme par hasard, 3 jours après, ou le lendemain, ou l'après-midi même, sur un site qui n'a rien à voir avec votre recherche initiale, vous vous trouvez avec des pubs de robinet. Ça tout le monde l'a vécu, et c'est insupportable. Et manifestement, il y a un manque à la fois de transparence, de simplicité et d'éthique dans cette pratique-là. Merci beaucoup Luc Breton pour ce commentaire. Allez, deuxième info du jour. Comme promis hier, je vous emmène dans les étoiles. Vous savez bien que ma visite du Bourget s'est déroulée au niveau info sur toute la semaine. Et bien, donc la France dans tout ça, puisqu'hier je vous parlais des projets de constellation pour Internet, des constellations Starlink. Eh bien, 10 PME et ETI, partenaires de l'industrie spatiale européenne, unissent leurs forces pour se développer sur le marché des constellations. Soutenus par le pôle de compétitivité aérospatiale Valais, dont sont membres Airbus, Thales, Safran ou encore le CNES, ces entreprises toulousaines ont ouvert un site internet qui s'appelle newspacefactory.com en 2018. Je vous invite à aller voir ce site. Il est en langue anglaise. Il se veut une sorte d'Amazon du spatial. Ils sont référencés des produits et des services qualifiés sur 250 projets, dont 40 déjà sont en orbite autour de la Terre ou en mission sur une autre planète. On y trouve des PME comme Comat, Callisto, Nexeia ou Syntony GNSS, par exemple, fournissant des pièces pour les satellites, entre autres pour la constellation OneWeb, dont je vous ai parlé hier. La division instrumentation de Comat a de son côté participé à la construction de Curiosity, le véhicule robotisé qui explore la surface de la planète rouge, c'est-à-dire Mars. Anyways, un spin-off du CNES, a de son côté fourni des antennes. La mission Remove Debris vise à tester des technologies clés de capture et de désorbitation et a été menée avec succès, avec le soutien entre autres d'Airbus et de la Commission européenne. En revanche, la tentative de l'Agence spatiale européenne ESA de financer et d'intéresser l'industrie à une mission plus ambitieuse appelée ID-Orbit n'a pour l'instant pas abouti. Mais les acteurs publics, gouvernements et agences, et privés, grands groupes comme start-up, doivent donc poursuivre la prise de risque et voir plus loin, car ceux qui investissent tôt pour maîtriser les technologies et les règles du spatial seront certainement les leaders de demain. Donc le site dont je vous parle, c'est newspace-factory.com. Voilà, troisième et dernière info du jour, eh bien, Identité et démocratie, voici le nouveau nom du principal groupe populiste au Parlement européen. Il sera présidé par le jeune Marco Zanni. Si l'appellation change, les visages en revanche restent les mêmes. Figure majeure de ce mouvement, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui estime que la formation possède, je cite, une maturité nouvelle. Le groupe compte désormais 73 sièges contre 36 lors de la législature précédente, mais ce chiffre est insuffisant
suffisant pour former une minorité de blocage. Identité et démocratie représentent la 5e force politique de l'hémicycle européen. Voilà, changement de rapport de force puisque le Rassemblement national et la Ligue de l'italien Matteo Salvini composent l'essentiel des élus. Il faudra aussi compter avec les eurodéputés de l'Alternative pour l'Allemagne, c'est l'AfD. Toutefois, l'extrême droite européenne n'est pas parvenue à rassembler tous les populistes du Parlement européen. Le Britannique Nigel Farage et son parti du Brexit ont refusé de rejoindre cette alliance. Il a dit, je cite, au Royaume, Marine Le Pen a une image toxique, donc Nigel Farage ne peut pas faire équipe avec elle, a expliqué James Oldham de Rasmussen Global. Voilà, le nouveau groupe compte réclamer un retour du pouvoir au capital national. C'était tout pour les infos du jour. Comme toute la semaine et en vue du festival de jazz qui va démarrer du 3 au 7 juillet à Enghien-les-Bains, eh bien on vous emmène dans le jazz pour la musique d'aujourd'hui et on va commencer tout de suite avec Duke Ellington. Alors je mets fort, ah bah non ils ne m'entendent pas. J'ai mis fort les interviews parce que pour les auditeurs qui nous écoutent en vidéo Facebook live, pour qu'ils entendent. Alors là, on fait une petite pause d'1 minute 30, à peu près. C'est Byzance. Et après, je vous passe la parole, Jacques Ferron. Ensuite, on passera la parole à Luc Breton et à Bernard Barbier pour le futur du travail ou le travail et l'emploi en Île-de-France. Vous voulez que je vous prenne en photo d'ici? Ah bah ouais, volontiers. Bah, donnez-moi ça. Allez, hop. Sympa. Avec tout le monde. Ouais, j'essaye. Par contre, je voudrais vous rapprocher un peu. Voilà. Vous aussi, peut-être. D'ailleurs, vous pouvez bouger le micro, hein, vous inquiétez pas. Je vais le remettre en place. Okay. Non, mais il est resté par là, d'ailleurs. Ça m'arrange. Bougez le micro vers là. Voilà. Très, très bien. Si on est que les... Marie, ça va le faire. tu viens avec eux. Censé être Faut que tu... transparent. Non, mais mets-toi... Pas ça question. fait rien. Mets-toi par là. Venez avec nous. Voilà. Super. Dans l'autre sens... Ah, peut-être dans ce sens-là, ça marche aussi. Ah bah oui, ça marche très bien. Ah non, ça ne pas. Attendez, je recommence. Voilà, je sais pas s'il n'y a pas de flou. Ah non, bah bougez pas, Marie, ne bouge pas. De toute façon, décalez un peu votre chaise par là, même après pour la caméra, ça m'arrange. D'accord. S'il vous plaît, voilà. Ok, mes gros doigts. Voilà, c'est bon. Deux sens. C'est à qui ça? Allez, Non, dans le temps. On va les reprendre, on va les reprendre. Ce serait bien de vous avoir sur la photo quand oui même. aussi. Bah après. Vous savez prendre une photo? Non. Je suis sûr. Par contre, voilà. Peut-être fait le tour et puis j'en prends une. Allez, avec Florence, ça sera quand même sympa. Ouais. Génial. Non, je vais me mettre de ce côté. Je vais des talons. Formidable. J'ai pas Merci bougé, beaucoup. non, c'est bon? Non, je sais pas. Je bouge tout le temps. Je bouge tout le temps, moi. Ouais, c'est vrai. Elle me- Quel talent. Bah du coup, Luc, vous pourrez me l'envoyer? Vous me bien sûr, l'enverrez? bien sûr, Parce ouais. que du coup, mon téléphone, il est occupé là. Bien sûr. Je vous l'envoie par Par- SMS. Par SMS, ouais, n'importe. Allez, on y retourne, pas de parti. souci. Nous voici de retour au bar de l'économie où on vous a fait entendre une jolie pause musicale avec Duke Ellington sur IDFM. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Bernard Barbier, directeur de Défimitié, de Luc Breton, président de l'Institut G9+, pour son livre Le futur du travail, et de Laurent Sautré, notre start-up du jour pour Air Refund, mais aussi avec Jacques Ferron, maire de Saint-Martin-du-Tertre. Et Jacques Ferron, si vous voulez bien, on va tout de suite ensemble parler de 3 sujets: la vie communale, le centre hospitalier et la maison communale d'ailleurs, et puis aussi des gens du voyage. Alors, la vie communale n'est pas un long fleuve tranquille, si je puis dire. Vous avez été élu en mars 2014 et depuis quelques mois, il y a eu un genre de bataille, on va dire, au sein de l'équipe municipale. Pourquoi? Quel a été le motif de départ des désaccords? Tout est parti après avoir présenté un projet d'achat de maisons forestières. Vous voyez
qui m'est arrivé le 19 janvier 2018. Et j'avais 2 mois pour faire une étude de faisabilité. Il s'est avéré que c'était une opération blanche avec 3 logements communaux. Et à partir de là, il y a eu mon premier adjoint qui n'a pas apprécié que cet achat soit voté à niveau après en conseil municipal. Donc en fait, je résume, vous avez voulu faire un projet de d'achat de maison forestière pour la transformer en logement. Votre premier adjoint n'a pas été d'accord et donc il a été furieux que ce soit voté par l'équipe municipale. Ouais. Et du coup, ça vous a tout bloqué. Pourquoi? Comment ça peut être possible? Oui, c'est bloqué. Pourtant, j'ai fait preuve de beaucoup de pondération. Et j'attendais une rémission. J'ai attendu plus d'1 an et demi pour ça. Et ça m'a amené, après 3 votes contre mon budget. Donc ça a mis la zizanie dans l'équipe municipale, on peut dire. Oui, ça a mis complètement de désordre. Et j'en suis fortement désolé parce que moi qui suis un homme consensuel, démocrate et à l'écoute de mes élus. Oui, c'est un peu obligé parce qu'on connaît Saint-Martin-du-Trète où il y a de fortes convictions. Donc pour être élu, j'imagine que vous avez dû être un homme de consensus, comme vous dites. Oui, absolument. C'est une personne que j'ai choisie dès 2002. En plus, le parcours était quand même assez long parce que j'ai créé une association à cette époque en vue de conquérir la mairie. C'était un bastion commencé. Un bastion communiste, vous voulez dire? Oui, avec une très forte personnalité à l'époque. Donc vous êtes fait élire sans étiquette, hein? Oui, sans étiquette, parce que j'estime qu'il ne faut pas faire de politique dans les villages ruraux. Alors il faut expliquer aux auditeurs que lorsqu'il y a un problème dans l'équipe municipale, comme vous avez dit, votre budget n'a pas été voté, parce que du coup, s'il n'y a pas d'accord, on ne peut pas voter. Et du coup, ça a dû être remonté au niveau de la Cour des comptes. Oui, à la Chambre régionale des comptes. L'année dernière, ils me l'ont rendu en équilibre réel. Donc c'était tout à fait politique. Donc du coup, ça veut dire que la Chambre régionale des comptes a validé vos projets, même l'achat de la maison forestière, mais malgré tout, ça a pris combien de retard pour, du coup, quand on a un budget bloqué, combien de retard prend-on pour tous ces projets? C'est minimum 3 mois. Minimum 3 mois. Oui, et puis cette année, on a recommencé. Donc cette année, de nouveau, ils n'ont pas voulu voter le budget. Voilà. J'ai présenté 2 fois. Voilà. Malgré l'accord de la Chambre régionale des comptes. Non, ça, il a fallu de nouveau que le budget aille soit validé à la Chambre régionale des comptes. Et là, ils m'ont amputé mon budget investissement de 380 000 euros. Donc j'ai demandé un rendez-vous au préfet pour vraiment lui expliquer les choses. Alors comment ça s'est passé ce rendez-vous? C'est pas encore fait, j'attends. Donc vous êtes toujours en attente pour le budget 2019. Aujourd'hui, je n'ai pas de budget d'investissement. Vous ne pouvez rien investir. Si, on fonctionne malgré tout, parce qu'on a un budget de fonctionnement. On fonctionne. Et puis il y a la possibilité que j'ai fait voter en début d'année, les 25% du budget d'investissement de l'année précédente. Alors quels sont les projets qui sont bloqués en 2019 pour Saint-Martin-du-Trète? Vous savez, il faut savoir qu'un maire qui fait beaucoup pour sa ville suscite des jalousies. Donc, et il se fabrique des ennemis. Bien sûr. Donc j'ai beaucoup d'ennemis parce que j'ai fait tellement de choses. Enfin, beaucoup d'ennemis, si vous voulez. Mais la population me rend bien parce que j'ai une majorité. Étant natif aussi de Saint-Martin, donc j'ai une grande majorité. Les gens viennent vous voir pour vous conforter dans vos actions. Oui, absolument. Et pour vous. C'est des grands bonjours, des grands signes de la main. Il faut tenir bon. En fait, il faut avoir une carapace finalement quand on est maire, même pour un petit village de 3000 habitants. Ça, moi, ce que je conseille à ceux qui veulent s'engager dans la vie politique, il ne faut pas être émotif. Ça, il faut s'habituer à tous les mauvais coups, les injustices. Et surtout, je conseille aussi une chose, c'est de ne pas lire. Il ne faut pas lire les articles de journaux. Comme ça, mais c'est gentil d'être là avec nous ce matin, en tout cas. Oui, mais là, je suis entouré de... Vous êtes en bonne compagnie. Bon, merci. Donc, on se soutient mutuellement aussi. Voilà. C'est pour ça que ça se passe bien le moment. Et donc, du coup, donc revenons à ce projet de maison forestière. Alors, c'en est où?
pour le... Le projet de la maison forestière, donc celui-ci est passé. Mais Donc du coup, ça c'est en cours, ça va se transformer en logement? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que j'avais aussi un projet de sauvegarde de l'auberge de Vernel qui est fermé depuis 6 ans. Donc je l'ai acheté, a été vendu en adjudication par des marchands de sommeil. J'ai acheté ça, j'ai planté avec l'accord de la majorité du conseil municipal. Bien sûr. Donc je me suis rapproché de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, qui m'a monté un projet de sauvegarde de l'auberge. J'ai eu 225 000 € de subvention pour les travaux. Et alors tout a été évidemment en 3 ans de temps parce que je l'ai planté en 2016. Et à la question posée le 28 février 2019 sur le choix des entreprises, le conseil municipal s'est prononcé contre. Donc là, vous n'avez pas réussi à dégager d'accord, même avec l'opposition. Après toutes ces subventions accordées, le projet est en stand-by. Donc j'ai trouvé l'idée, vu qu'un bâtiment qui souffre, hein, parce qu'il faut changer de gouttière, parce qu'il faut tout revoir. Bon. Donc j'ai pensé de switcher les projets, c'est-à-dire l'auberge, on va le mettre à la place de la maison forestière, qui est juste en sortie d'agglomération, à l'orée de la forêt, donc à un endroit évidemment qui fait l'unanimité. Oui, et puis qui est vu par tout le monde. Et puis à la place de l'auberge, je vais créer 5 logements communaux. Donc l'auberge va être transformée en logement. Oui, mais là il faut que je modifie, révise une révision simplifiée du PLU. Mais est-ce que les élus, petit à petit, suite à ce qu'il s'est passé, donc cette dissension du conseil municipal, est-ce qu'ils reviennent vers vous? Est-ce que ça commence à revenir à la raison? Ça commence, mais c'est pas assez long. En profondeur, parce que sur 18 conseillers municipaux de ma majorité, j'en ai plus que 9. 9, donc j'en ai plus de majorité franche. Et en période préélectorale, l'année prochaine, c'est mars 2020, donc là, c'est des coups de bâton, mais je reste debout et je me représente aux prochaines élections parce que j'ai l'envie, la volonté de continuer. Et puis, d'accord. Et puis aussi parce que les habitants vous soutiennent. Les habitants me soutiennent et j'ai fait preuve de sérieux. J'ai proposé en 2014, j'ai fait 62 propositions, j'en ai réalisé 56, et pas des moindres. Donc ce que j'écris, ce que je dis, je le fais. C'est pas des paroles en l'air, c'est pas des paroles de politicard. Moi, ce que je dis, je le fais. Et puis dans un village, avoir plus de 60 propositions, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Hein. Et là, j'en ai actuellement une quarantaine de... 40 nouvelles idées pour, 40 nouvelles idées. Oui. Pour Saint-Martin-du-Tertre. C'est tous les jours, il faut y penser, et ça se fait petit à petit. Et ça fait depuis février que j'ai... Bon, on ne va pas les dévoiler tout de suite, vous reviendrez pour nous les dire. Non, du tout. Hein, par contre, autre grosse gestion, vous êtes vice-président du groupe hospitalier, vous avez un problème de centre hospitalier. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe à Saint-Martin-du-Tertre. Ça a commencé au vœu 2018 à l'hôpital de Beaumont. C'est là le directeur général de GHT Novo, c'est-à-dire ça comprend 7 hôpitaux, dont Pontoise. 7 établissements, voilà. 7 établissements. Et ensuite, il y a Est-ce qu'on peut les citer? Donc, il y a Pontoise. Pontoise, Incourt, Magny-en-Vexin, Marigne. Et de l'autre côté, il y a Méru, Beaumont, Saint-Martin. Et donc, vous êtes vice-président du groupement hospitalier. On voulait fermer le centre hospitalier le plus proche de chez vous, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a une fusion le 1er janvier 2015 pour mutualiser les services et pour faire des économies d'échelle. Donc, on a dépiauté au fur et à mesure le centre hospitalier de Saint-Martin, qui comportait 210 lits. Il y avait 300 employés. Aujourd'hui, il y a 150 lits d'occupés, 250 employés encore. Et puis, le directeur il cherche à faire des économies pour obtenir un Copermo. C'est-à-dire un Copermo, c'est présenter un projet devant un comité de performance et de modernisation pour l'offre de soins publics. Et là, il faut qu'il fasse cette économie. Alors, son objectif, c'est de fermer un cours.
se débarrasser de mes rues, et puis fermer Saint-Martin. Donc on t'en ferme les 3. On ferme les 3. Alors moi, dès 2018, j'ai organisé durant toute l'année 2018 7 réunions. Et le 16 février 2018, en mairie de Saint-Martin, j'avais à mes côtés Jérôme Chartier, j'avais le sénateur Alain Richard, qui sont devenus tous des amis évidemment, Arnaud Bazin, Sébastien Morand, il y avait le directeur, Donc les sénateurs. Nathalie Groux, qui est présidente du GHCPO, et puis d'autres personnes, on était une quinzaine, pour trouver des solutions afin d'éviter de fermer cet hôpital. Donc on nous a promis de switcher aussi de l'EHPAD de Pontoise pour combler les lits de Saint-Martin et en même temps libérer des lits, des chambres sur Pontoise, vu qu'il a un plateau technique très performant et il manque de place. Alors aujourd'hui, il y a une. Alors, j'ai pas désarmé pour autant, parce que Alain Richard m'a beaucoup aidé, aussi Sébastien Morand également. J'ai eu 2 entretiens au Sénat avec le directeur général de l'ARS, Aurélien Rousseau, et il a eu une idée. Et ça, c'est un projet innovant. Il n'y en a qu'un en France ouvert. C'est de créer des villages de répit pour les familles. Alors, qu'est-ce qu'un village? Alors, donc, du coup, à Saint-Martin-du-Trèves, vous pensez que va s'ouvrir un village de répit pour les familles? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est un village de répit pour les familles? Alors, un village de répit pour les familles, c'est pour des personnes âgées. Et il y a toujours une personne qui aide son conjoint, ça peut être la femme ou l'homme, et parce qu'ils restent chez eux, évidemment ils veulent rester chez eux, ils ne veulent pas aller en EHPAD, mais seulement il y a l'épuisement d'une personne, de l'aidant. Et puis c'est des lieux qui sont créés justement pour passer des vacances ensemble, de 2 semaines par exemple. Donc finalement, vous allez transformer l'hôpital de Saint-Martin-du-Trèves en village de vacances, j'allais dire, pour certaines familles dont l'un des membres est gravement malade, atteint d'une maladie dégénérative ou autre, qui nécessite un aidant quotidien. Absolument. Et on pourra venir passer 15 jours. Oui, c'est médico-social et c'est aider. Alors à 75% si les 2 personnes sont imposables, à 80% si l'une des 2 n'est pas imposable, et si les 2 ne sont pas imposables, c'est 85% d'aide. C'est-à-dire que sur 1450 € pour 2 semaines, pour 2 personnes, en fait, il y a 200 à 300 € à payer pour le couple. Donc ça reste très raisonnable en prix, effectivement. Alors cette opération, vous pensez qu'elle va pouvoir avoir le jour dans combien de temps? Alors, mais toutes les informations, ça change d'une réunion à l'autre. Mais enfin, ce qui nous avait été dit le 7 mai, quand il y a le créateur de ce concept pro BTP qui était là, Monsieur Aubert, donc c'est le directeur général des 7 hôpitaux, nous a dit que de toute façon, il ne saurait pas fermer Saint-Martin avant la fin 2021. D'accord, donc pour sa fonction hospitalière, donc jusqu'en 2021, vous êtes tranquille. Donc ce village, c'est pour plus tard. Voilà, donc on va commencer à y travailler pour nommer un bureau d'études et faire les transformations nécessaires. Et comme ça, ce bâtiment ne sera pas abandonné. Il ne sera pas abandonné, bien sûr. Comme le château à côté, le château de Franconville que vous parliez tout à l'heure, qui a été inoccupé pendant plus de 25 ans, abandonné en 93, dévasté, vandalisé, squatté, jusqu'à temps qu'en 2014, il y a un consortium luxembourgeois avec des Russes, qui étaient à l'origine, donc ça a été racheté par les Russes. Le sauve, en fait, en quelque sorte. Voilà. Enfin, comme il y a eu le boycott entre la France et la Russie, ces gens-là sont arrivés au mauvais moment, parce qu'ils ont acheté ça en juin 2014, et 3 mois après, il y avait le boycott. Ça fait qu'ils n'ont pas pu emprunter ce qu'ils voulaient pour les banques françaises. Est-ce que vous pensez que ça va revoir le jour, ce projet de château, de rénovation du château de Franconville? Oui, parce que bon, ils sont
à la recherche d'un investisseur désespéré, ces derniers temps désespéré, et Jérôme Chartier, comme il aime beaucoup Saint-Martin, et avant il était président du conseil d'administration du centre. Donc Jérôme Chartier, c'est l'un des anciens députés du Val d'Oise, hein, Oui, puis maire de Daumont. Ancien maire de Daumont. Tout le monde connaît. Et c'est un fidèle compagnon de François Fillon, qui est connu de la France entière. Et il aime beaucoup Saint-Martin, c'est un ami, donc il ne m'abandonne pas. Et il y a Châteaufort, alors, qui serait peut-être sur les rangs. Bah, espérons, en tout cas on vous le souhaite, parce que c'est important d'avoir des biens culturels, comme des monuments comme vous avez, et qu'ils ne soient en mauvais état. C'est, pour un maire, je pense que c'est tout de même désolant. Alors revenons à votre fonction de vice-président du groupe hospitalier. Pourquoi, à votre avis, autant de fermetures, de souhaits de fermeture? Pourquoi est-on autant déficitaire à l'hôpital? Oui, l'hôpital public ne dégage pas de bénéfices. Est-ce que c'est les tarifs qui sont trop bas? C'est les tarifs qui sont trop bas. On ne voit pas, enfin c'est très rare, qu'une clinique fasse faillite. C'est très rare. Il y a des dépassements d'honoraires que les patients payent, tandis que l'hôpital public, c'est des tarifs imposés. Merci en tout cas Jacques Ferron. Jacques Ferron, autre dernier sujet si vous voulez bien, c'est les gens du voyage. Vous aviez un camp. Qu'en est-il actuellement des gens du voyage à Saint-Martin-du-Tertre? Disons, il y a plusieurs années qu'on était tranquille. C'était des communes voisines qui subissaient ce genre de choses. Et puis Saint-Martin, il y a 600 hectares d'espace boisé, et puis 300 hectares de terres agricoles, 300 hectares d'agglomération. Bon, c'est pour vous situer un petit peu l'étendue de Saint-Martin. Et donc très prisé, et puis maintenant ça doit être évidemment dans les petits carnets d'adresses des gens du voyage que je respecte, mais eux ils ne respectent pas tout à fait l'environnement. Et donc qu'est-ce qui va se passer à ce sujet? Quelles mesures vous pouvez prendre? C'est pas à chaque fois je porte plainte, j'ai pas fait, pour avoir en réalité destruction rapidement. Cette année, en 2 mois et demi, ça fait 3 fois que j'ai un convoi qui s'installe. Donc, avec des branchements dangereux sur l'éclairage public, de branchements d'eau sur les hydrants, donc qui risquent de les abîmer. Donc tout ça, c'est à la sauvage, avec des dépôts sauvages. Bien sûr. Partout, donc ils ne respectent pas tout à fait les règles, et c'est ça qui énerve les élus. La population et les élus. Merci. Et donc, vous attendez la décision du préfet? Là, actuellement, j'attends la décision du préfet. Et puis, la communauté de communes doit aussi prendre ses responsabilités en créant des places de. En fait, il faut créer un nouvel espace, c'est ça que vous voulez dire? Nouvel, on n'en a pas. Donc, effectivement, il s'attend de s'y mettre, parce que c'est la loi. Ça nous oblige à 20 places d'accueil pour ces gens du voyage. Oui, et puis 20 places aussi en terrains familiaux qu'ils appellent aujourd'hui pour les sédentariser un peu plus. Merci beaucoup, Jacques Ferron, pour ce tour d'horizon de Saint-Martin-du-Tertre. Je vous propose une petite pause musicale. On part de nouveau dans le jazz et on revient dans quelques minutes. Alors après, c'est à vous deux. C'est à vous deux. Luc, je propose de faire parler d'abord des défis métiers. Ça vous va? Sur quoi? Eh bien, je propose de vous faire parler sur comment, puisque Luc il va intervenir sur le futur des emplois, vous allez pouvoir rebondir tous les deux d'ailleurs ensemble, et que vous, oui, le futur du travail, et que vous vous occupez de l'emploi en Île-de-France. Vous pouvez peut-être nous brosser un petit tableau de l'emploi en Île-de-France et de ses particularités. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, des éléments de base. Hein, et puis comme ça, après, on va passer la parole à Luc sur le futur du travail. Et comme ça, vous pourrez nous parler après de la formation professionnelle. Ça vous va comme articulation tous les deux? Parfait. Ok. On va se mettre dans le noir. Je suis désolé. C'est bon, c'est chaud. Ah bah sinon on va mourir.
c'est vrai qu'il faut fermer. Ouais. Tu viens de nous sauver. Bonne idée. Et après, on fait. C'est passe ta chronique. Hein. Yes. Tu peux Bon, ça va. Tu vois. On y retourne? Avec une facilité qui fait l'insolence. Au bar de l'économie sur IDFM, on adore Thomas Dutronc. Voilà pourquoi on vous a passé un extrait d'un de ses titres. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Jacques Ferron, maire de Saint-Martin-du-Tertre, de Luc Bretonne, président de l'Institut G9+, et aussi auteur du livre Le futur du travail, enfin hashtag Le futur du travail, de Bernard Barbier, directeur de Défi Métier, et de Laurent Sautré pour Air Refund, notre start-up du jour. Alors Bernard Barbier, vous êtes directeur de Défi Métier, un groupement d'intérêt public qui s'occupe exclusivement donc de formation professionnelle, mais aussi qui permet de comprendre l'emploi en Île-de-France. Alors, quelles sont les particularités, j'allais dire, de l'Île-de-France? Oui, c'est ça. Nous nous occupons de la relation emploi-formation. On y reviendra, bien sûr. En Île-de-France, 6 millions d'actifs. 6 millions d'actifs. 6 millions d'actifs en Île-de-France. Intéressant à savoir aussi, c'est qu'il y a plus de 300 000 personnes qui viennent hors Île-de-France. C'est une région très très attractive, bien entendu. C'est la seule région qui attire autant en dehors de l'Île-de-France, caractérisée par beaucoup de mobilité interne, par le réseau des transports qui est très différent entre la petite couronne, le centre et la grande couronne. Ça, on est bien placé pour le savoir, voilà. en Val d'Oise. Et ça a une incidence, bien entendu, sur l'emploi et sur la formation. 85% des emplois sont dans le service. C'est très important et c'est en développement sur les 5 années qui viennent de se passer. Le service est en développement. Alors, le service, c'est aussi l'externalisation des industries. Ce n'est pas que de la création de nouveaux services. Donc, voilà, donc dans l'industrie, il y a toute une partie service et vous l'englobez dans les services en général. Oui, parce que ce sont des sociétés qui se sont créées, mais en reprenant finalement, en servant des services qu'on appelle opérationnels, qui étaient habituellement dans les entreprises. Exemple, le transport logistique ou la recherche-développement, qui s'est externalisé et donc qui renforce cette impression où les emplois sont dans le service. Alors effectivement, en Île-de-France, 85%, c'est énorme. 7% à peu près dans l'industrie, hein, et 0,5% dans l'agriculture. Ce qui caractérise aussi l'Île-de-France, c'est que tous les secteurs d'activité sont représentés. Ce qui est extrêmement rare, c'est la seule région qui est comme ça. Tous les secteurs sont représentés. Et c'est une région aussi agricole, ce qui n'est pas, la première impression. Et bien entendu, où 65 à 70% de tout l'économie numérique est concentrée. C'est très important aussi. Il y a sur des emplois des caractéristiques, pour ceux qui regardent les chiffres par exemple de Pôle emploi, arrivent en deuxième les professionnels du spectacle. Mais c'est très spécifique bien entendu à la fois à l'Île-de-France. Donc il n'y a pas à le développer parce qu'il y a un mouvement très important, pas forcément d'ailleurs sur des emplois qui sont longs. Donc c'est-à-dire que la culture effectivement est très importante en Île-de-France. Voilà. Donc ça c'est la particularité de l'Île-de-France. C'est les grandes particularités, il y en a beaucoup d'autres. Alors merci en tout cas pour ce tour d'horizon. Alors Luc Bretonne, vous venez d'éditer aux éditions d'ailleurs de l'Institut G9+, ce livre coécrit, Futur du travail, hashtag Futur du travail. Vous l'avez coécrit avec Didier Carré et Olivier Tranois. Alors, donc c'est un livre un petit peu particulier, j'allais dire, parce que finalement, vous prenez en compte des mots, j'allais dire autour d'une vingtaine de mots, finalement, vous articulez vos chapitres. Moi, j'ai retenu quelques mots importants, on va y revenir si vous voulez bien, mais pour vous, quelle est la tendance du futur du travail entre maintenant et à quelle échéance de terme vous voyez une évolution? L'évolution, elle est extrêmement forte maintenant. On a la chance de vivre un moment clé dans l'histoire de l'économie. La situation est tout à fait inédite. Monsieur a parlé de 70% de l'économie numérique en Île-de-France. Je pense que effectivement, le moment historique que l'on vit, c'est l'impact du numérique sur le monde du travail qui est sans précédent dans l'histoire humaine. Il n'y a jamais eu d'impact aussi fort d'une industrie, d'une transformation. On parle de révolution industrielle par le numérique, mais qui est
sans précédent parce qu'elle est mondiale, elle est extrêmement rapide et on a une situation inédite. Pourquoi? Parce que finalement, il suffit d'aller en Chine pour s'apercevoir que les pays émergents, ils ont fini par émerger. Donc, il faut peut-être arrêter d'utiliser ce type-là, ce vocable-là pour les caractériser. En tout cas, pour ceux de l'Asie, c'est extrêmement clair. L'économie se commoditise, c'est-à-dire que les marges sont laminées sur les activités dites historiques. Vous avez qu'à regarder la concurrence qui fait rage. Alors, dans le monde des télécoms, je suis bien placé pour le savoir, mais dans le monde de la banque, en fait, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, les marges se réduisent. Et l'intervenant suivant probablement parlera aussi de l'aérien, donc c'est très clair. Les plateformes, on en a parlé en préambule de cette émission, les plateformes logicielles, data, IA, accaparent et concentrent la valeur. Elles en créent aussi, hein, c'est pas négatif, hein, mon sujet n'est pas négatif, mais les premières capitalisations du monde sont toutes numériques et disruptent 100% des secteurs de l'économie. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si vous êtes acteur économique et que vous voulez recréer de la valeur et de l'emploi, vous n'avez pas le choix que de rentrer dans l'économie de l'innovation. Voilà. L'innovation, c'est ce qui va caractériser la création de valeur, pour ainsi dire quasiment toute la création de valeur dans les années qui arrivent. Et simultanément à cette situation inédite, on parle d'exponentielle de l'innovation, hein, parce que ça va très vite. On a plus d'innovation en quelques années que par le passé, en plusieurs dizaines d'années, voire siècles. Eh bien, on assiste à un désengagement dans les organisations des salariés. Vous avez, c'est Gallup qui le dit, une organisation internationale présente dans plus de 30 pays, 85% des salariés qui ont un rapport relativement alimentaire à leur travail, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas passionnés par ce qu'ils font, hein, et 18% qui ont un rapport toxique à leur organisation, qu'elle soit à but lucratif ou pas. Et donc, si alors attendez, parce que quand vous dites 18%, moi j'ai même entendu le chiffre de 25%, ça veut dire que ce sont des gens qui travaillent contre leurs organisations. Ils marquent des buts contre leur camp, hein, c'est ça. On comprend ça facilement, c'est une relation toxique, ils critiquent leur employeur. Vous dites 18%, c'est énorme. Alors 18% c'est au niveau mondial, effectivement les chiffres que vous avez, ça dépend des pays. Alors cette étude a été faite dans tous les pays du monde. Il se trouve qu'en France, on est particulièrement médiocre. L'Europe, déjà en tant que continent par rapport au continent, est moins optimiste que les autres. Je crois que tout le monde l'intuite en étant en France. Et en France en particulier, on est plutôt mauvais élèves de ce point de vue-là. Et dans le même temps, 100% des créations d'emplois nettes dans les pays les plus développés, ça a été montré par la fondation Kaufman aux États-Unis, mais c'est valable aussi en Europe, sont créées par les entreprises dites de croissance. On parle des gazelles. Elles créent 100% des emplois. Les grands groupes en détruisent plutôt. Les self-employed, enfin les toutes petites sociétés maintiennent à peu près leur emploi, mais ceux qui créent massivement de l'emploi très fort, c'est plutôt les entreprises de croissance. En France, il y a une organisation qui s'occupe bien de ces sociétés-là, c'est Croissance Plus, qui les représente. Et donc finalement, pour terminer de répondre à votre question, tous les secteurs économiques sont disruptés par le numérique aujourd'hui. Je crois qu'il y a s'il en existe un qui n'a pas été disrupté, moi ça m'intéresse de le connaître, puisque ça va être le cas dans pas longtemps probablement. Mais il y a quelque chose qui n'a pas encore été disrupté depuis plus de 120 ans finalement, c'est le management. Le management, il est relativement traditionnel dans toutes les organisations, il est assez pyramidal, d'ailleurs dans les grandes organisations avec beaucoup de strates hiérarchiques. Et probablement que ces strates hiérarchiques et le fait qu'on est dans un monde qui va très vite et qui est complexe et où il y a beaucoup de risques, on le voit avec la succession des crises financières notamment, incite les organisations à parer à cette complexité et à ces risques en rajoutant des règles, en rajoutant des processus, en essayant de tout contrôler et finalement de se raidir par rapport à ça. Et le fait de vouloir se raidir et de tout processer, de tout pouvoir anticiper, ben, ça crée quelque chose qui fait que quand les salariés vont travailler, ils ne comprennent plus vraiment quel est le sens de ce qu'ils font, pourquoi ils le font, ils répondent à des règles, à des processus, etc. Plus cette hiérarchisation des groupes qui fait que finalement il y a un désengagement. Par ailleurs, il y a une étude qui est très intéressante qui montre que dans l'indice Standard & Poor's 500, donc c'est les 500 premières entreprises mondiales, et bien pour rester dans cet indice, en 1964, vous aviez une espérance d'y rester pendant 33 ans, donc une bonne stabilité de l'économie. En 2016, on est passé à 24 ans et en 2027, on sera à 12. Donc c'est un couteau qui est en chute libre, ce qui veut dire que le darwinisme qui
qui s'applique au monde économique est extrêmement fort. Je discutais récemment avec le responsable digital de la Maïf qui m'expliquait que tous les 3 mois, il voit débarquer des sociétés qui sont très bien financées, niveau C. Alors pour ceux qui ne sont pas experts des rampes de financement, quand vous êtes financé à un niveau C, ça veut dire que vous avez finalement des capacités financières dignes de grandes entreprises et qui vous débarquez et vous innovez sur le monde de l'assurance, en l'occurrence pour la Maïf. Et donc ceci est tout à fait inédit. Et donc de 2 choses l'une, dans le cas de la Maïf, soit vous vous adaptez, soit vous avez probablement de grandes chances de disparaître assez vite. Et le choix de la Maïf, qui est assez exemplaire de ce point de vue-là, puisque vous avez suivi que Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat ont fait un rapport sur les entreprises à mission en France, qui était intégré dans la loi Pacte, et bien la Maïf a été la première société, grande société, en France, à se parer de cette capacité d'intégrer dans l'objet social de l'entreprise le fait d'avoir une mission, qui a été travaillée avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, pas seulement les clients, mais aussi, en l'occurrence, les sociétaires, mais aussi les salariés, les investisseurs, etc. Et la volonté de cette société, mais moi j'en observe des milliers dans plus de 30 pays, et ça fait l'objet du prochain livre que je sortirai en janvier de l'année prochaine, je vous donne rendez-vous, parce qu'elles ne sont pas connues, ces entreprises que je qualifie de nouvelle génération, eh bien elles adoptent des modes de fonctionnement très différents de l'organisation, je dirais, historique et classique des entreprises, et elles vont vers beaucoup plus d'adaptabilité, de capacité à se transformer de manière continue, quasi biologique, contrairement à ces organisations qui sont de plus en plus rigidifiées dans une organisation, je dirais, datée et extrêmement hiérarchique. Alors, vous parliez de cette organisation extrêmement complexe et figée, comme vous disiez. C'est l'histoire de la fourmi, finalement, qu'on connaît tous, cette histoire drôle de la fourmi, qui commence toute seule, puis petit à petit, qui voit arriver 100 personnes qui ne font rien. Il n'y en a qu'une qui produit. C'est ça l'idée. Quand vous êtes sur un aviron, c'est quand il y a plus de barreurs que de rameurs, mais ça va moins vite. Alors justement, ça tombe bien que vous ayez parlé de ça, parce que moi, il y a un mot que j'avais retenu, c'est le mot contrôle, et vous dites, un chapitre, vous dites savoir le perdre, car il y a l'analytics, et ça sert à rien de se figer finalement, car on a des outils informatiques pour analyser, et on peut très bien s'en sortir. C'est ça que vous dites? Moi, je crois que effectivement, au-delà de la raison d'être et qui est nécessaire pour que tout le monde comprenne ce à quoi il contribue, c'est comme les valeurs dans l'entreprise, et ça a souvent fait l'objet de posters dans les couloirs, mais enfin, c'est quand même beaucoup plus sympathique quand c'est vécu et ceci au quotidien. Il y a une nécessité de distribuer l'autorité et de faire confiance. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant, j'utilisais ma calculatrice au lycée à 30% de ses capacités. Je pense que dans les entreprises, les salariés on utilise leur capacité, leur intelligence également aux alentours de 30%, ce qui est navrant. Il faut accepter de lâcher prise, non pas pour faire n'importe quoi, mais pour faire monter en puissance l'intelligence collective. Ce n'est pas un mot vaporeux, l'intelligence collective, il est démontré. Je vous incite à lire un bouquin. J'ai eu la chance d'assister à une conférence dernièrement d'Emile Servan-Schreiber, qui a sorti un bouquin qui s'appelle Super Collectif, qui parle de l'intelligence collective. Il a fait des travaux de recherche qui montrent que l'intelligence collective est systématiquement supérieure à la somme des intelligences des individus. Donc, ce qui veut dire que si on arrive à organiser et à faire émerger cette intelligence collective, on a des organisations éminemment plus efficaces. Donc, distribution de l'autorité, transparence, autonomie. Pour faire ça, aujourd'hui, il y a, on parle d'operating system, c'est-à-dire de règles de fonctionnement ou de gouvernance en français, voilà, de gouvernance au sein des entreprises qui peuvent être radicalement différentes. En particulier, c'est hérité de choses qui ont été inventées par le numérique. C'est pour ça que le numérique est à la base de ces disruptions. Ça s'appelle le Scrum en 1990 dans la Silicon Valley, qui a fait émerger tous les géants du numérique qu'on connaît aujourd'hui. Scrum, ça veut dire mêler en anglais, c'est-à-dire que les développeurs se mettent à travailler ensemble et itèrent avec les clients. En 2010, c'est le Lean Startup, c'est-à-dire faire ça avec les métiers du design et du marketing. Et aujourd'hui, ce que je dis et ce que je développerai dans mon prochain livre en janvier de l'année prochaine, c'est que les entreprises les plus efficaces, les entreprises de nouvelle génération, s'organisent de manière systémique, c'est-à-dire globale, autour de ces nouvelles gouvernances
dont j'ai donné quelques Alors, caractéristiques. c'est un mot que j'ai retenu justement, mais on y reviendra tout à l'heure si vous voulez bien, Luc Breton. C'est le mot écosystème. Je l'avais retenu pour vous poser cette question parce que ça, c'est très intéressant. Mais d'abord, on va passer la parole à Bernard Barbier. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Luc sur ce thème? Détruire des emplois pour mieux reconstruire, finalement, c'est un petit peu ça, le futur de nous. Et comment vous le voyez pour la formation professionnelle à défi métier? Alors, on fait le lien entre emploi et formation. Donc, alors effectivement, sur des éléments qui sont dits là, on est en partie d'accord. C'est l'analyse qui n'est pas tout à fait la même. Alors, sur quoi n'êtes-vous pas d'accord? Parce que c'est là où le débat est intéressant. Par exemple, dans l'attachement ou dans le désengagement, par exemple, des salariés au travail, il y a une responsabilité forte. Quand on parle d'entreprise, on oublie de dire que ce n'est pas l'entreprise, c'est l'équipe dirigeante ou le dirigeant d'entreprise. L'entreprise est une nominalisation comme ça qui est abusive à un moment donné, puisqu'en fonction du dirigeant, et je rejoins sur l'idée du management, en fonction du dirigeant, il va y avoir des choix différents. Et en fait, tout part de choix qui sont faits par cette équipe dirigeante. Quand on parle du travail, par exemple, Pierre-Yves Gomez a très bien montré l'invisibilité qui s'est construite du travail réel. C'est-à-dire qu'en fait, le désengagement des personnes vient que sur à peu près les 30 à 35 dernières années, la priorité a été donnée à la financiarisation des entreprises. Non pas le financement, la financiarisation. Ça veut dire que le développement d'un capital avec les résultats financiers qui sont donc demandés sur ce capital font que ce qui est vu dans une entreprise maintenant, c'est les résultats financiers et non plus le travail réel. Et donc, quelqu'un qui travaille comme nous ici veut que ce qu'il fait soit au centre des discussions, par exemple. Or, ce n'est pas au centre des discussions, ce qui est au centre des discussions, c'est le résultat financier, ce qui va ressortir de l'entreprise. Et les choix du management et des équipes dirigeantes est très souvent ancré là-dessus. Et plus vous avez une grosse entreprise, comme vous le citiez, plus vous avez des gens qui sont éloignés du métier. On a fait des études là-dessus et on voit bien que déjà le chef a du mal à savoir réellement ce que font les personnes en dessous. Alors quand on monte en hiérarchie, n'en parlons pas, on ne sait même plus finalement quel est le vrai métier qui est pratiqué. Par contre, il y a des décisions qui sont prises là-dessus. Donc ça, c'est une vraie problématique que l'on a. La deuxième a été la perte de la relation au travail. Les 35 dernières années, ça a démarré dans les années 90, la volonté des entreprises était de dire il faut que le système extérieur nous fournisse des gens compétents. Donc la formation professionnelle s'est développée sur l'idée que le système de formation hors entreprise devait fournir des gens compétents. Alors, les travaux que je mène personnellement en recherche et que d'autres font sur le principe même de compétence arrivent à un problème clé, c'est que la compétence n'est pas possédée par les personnes. Ça veut dire que personne n'est compétent ou a des compétences. Elle peut agir collectivement dans l'entreprise, éventuellement avec compétence à un moment donné. Ça veut dire, dans les situations de travail, il faut bien comprendre que étymologiquement, compétence, c'est la même chose que compétitivité et que compétition. Ça veut dire qu'on réduit à ce moment-là la personne à une performance. Donc, et la difficulté, c'est qu'une personne, ce n'est pas une performance a priori. Et c'est ce qu'on a bien entendu, c'est le décalage qu'il y a. Et donc, il y a une perte de cette relation au travail, puisque ce qui est important, c'est la performance, c'est le résultat financier. Et sur les 35 dernières années, la recherche que l'on a fait, et c'est là où j'ai une petite différence dans ce que j'ai vu du livre, c'est qu'on recherche des talents, c'est-à-dire de l'exception, de la personne qui sera immédiatement opérationnelle, qui sera donc a priori compétente, d'après ce qu'on voit. Or, la personne compétente, c'est celle qui vit exactement les mêmes situations de travail que pourquoi on la recrute. Donc, c'est quelqu'un qui est en emploi et qui est déjà exactement dans le métier ou dans l'emploi qu'il est en train, que l'on va recruter en quelque sorte. Ça veut dire qu'on exclut absolument tous ceux, et donc ceux qui sont les plus en difficulté, qui ne sont pas en emploi, qui sont demandeurs d'emploi, etc. Et donc, on a un système qui a accepté tout ça, et le numérique creuse ce système. Mais l'économie numérique et les entreprises numériques avec lesquelles nous travaillons c'est ce qu'on dit souvent, ont eu le problème de besoin de main-d'œuvre, ce que vivent la plupart des entreprises aujourd'hui. Eh bien, le besoin de main-d'œuvre des entreprises les rend intelligentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises qui, dans les années 90, ont demandé que les compétences soient faites à l'extérieur de l'entreprise, finalement se disent, oui, mais je ne trouve plus personne. Oui, mais ça s'appelle le boomerang. C'est-à-dire c'est le retour de, j'ai voulu que l'extérieur me fournisse des gens de compétences, ce qui est impossible puisque la compétence ne peut se développer qu'en situation de travail réelle de l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle doit maintenant, l'entreprise, reprendre son rôle. C'est un rôle inclusif de formation des personnes, et donc d'ouverture
au lieu de recherche du talent exceptionnel, c'est de réouvrir à des jeunes, ceux qui sont difficultés, ceux qui sont aussi... C'est-à-dire d'accepter qu'on ne soit pas le mouton à 5 pattes, Exactement, et surtout pas et le de clone. le former. Et pas le clone. Et pas le clone. Le clone de ceux qui sont déjà dans l'entreprise ou qui dirigent l'entreprise, qui est souvent le cas. Je veux le même que moi. Alors que Emmanuel Marshall, dans un livre encourageant qui s'appelle L'embarras des recruteurs, a très bien montré l'effet de normalisation qu'il y a aujourd'hui, par exemple sur le fait de faire un CV, de se préparer à des entretiens d'embauche, c'est tous les mêmes pour tout dire avec les mêmes mots. C'est l'inverse de ce dont a besoin l'entreprise, et finalement on se rejoint sur le numérique, c'est-à-dire une singularité, une différence qui va nourrir l'entreprise de quelque chose justement qui n'est pas dans l'entreprise et qui va lui permettre d'exister. Et donc les entreprises du numérique ont dit, moi j'arrive pas à trouver, donc qu'est-ce que je fais? Ah bah je vais prendre quelqu'un qui a du potentiel et je vais le former. Et nous on leur dit, bah c'est normal. C'est normal que ça soit comme ça. Le système extérieur ne peut former que des gens qui ont un potentiel, des capacités, et mettre en compétence, c'est le boulot de l'entreprise. Bon, Ce qui est très bien fait dans le numérique. Ça, c'est sûr, mais il y a quand même beaucoup de métiers où, alors on va parler des jeunes, du coup, Oui. qui ne connaissent pas, évidemment, quand on est jeune, on ne peut pas tout savoir, Ben oui. et du coup, n'ont même plus envie d'y aller. Par exemple, l'industrie, Eh oui. pourtant, l'industrie, c'est très fort, par exemple, en Val d'Oise en particulier, Tout à fait. et dans l'Île-de-France. Et là, on voit que les jeunes ne pensent même plus à aller travailler dans l'industrie, alors que ça paye bien mieux que dans les services. Donc, comment on fait? Est-ce que vous, avec des filles métiers, vous pouvez agir sur ce thème en particulier, par exemple? Nous faisons, effectivement, je vais dire ça comme ça, les personnes ont été d'écouter du travail et de la relation au travail et de rentrer dans des entreprises. Alors, volontairement, je généralise et c'est une caricature pour faire passer le message, mais n'empêche qu'on été d'écouter. Alors, ce qu'on fait avec les entreprises aujourd'hui, c'est simplement dire, reprenez votre responsabilité de former et d'inclure, donc de créer une autre relation avec des jeunes et de leur dire on vous prend comme vous êtes. En fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'on a décrié, parce qu'on a pris l'exemple de l'industrie, on a décrié depuis 30 ans l'industrie et c'est pour ça que les jeunes ne veulent pas y aller, c'est ça? Non, l'entreprise industrielle, recherchant industrielle ou d'autres d'ailleurs, hein, c'est pareil chez les autres, ont tellement voulu à un moment donné rechercher des gens opérationnels immédiatement, ce qui n'est pas possible quand vous êtes jeune. Même en contrat d'apprentissage aujourd'hui, quand la personne recrute, c'est quasiment un recrutement normal et je veux qu'il soit opérationnel, alors qu'il est en apprentissage, en contrat d'apprentissage, c'est une aberration. Donc à un moment donné, il y a de se dire, quand on est dans une entreprise, c'est je vais prendre quelqu'un qui n'est pas opérationnel, c'est pas grave, mais c'est mon boulot de le former. C'était ça avant. Et ça, on l'a perdu. Et ça, on l'a complètement perdu, cet état d'esprit. Vous avez bien vu, il y a eu d'ailleurs sur une radio un PDG célèbre qui a dit... en question d'une journaliste qui a vanté pendant 20 minutes l'apprentissage et on lui dit, et vous, est-ce que votre fils avait l'apprentissage? Elle dit, non, heureusement, mon fils était brillant, il n'avait pas eu besoin. D'accord? Vous détruisez par ce type de remarque exactement ce qui est la base même du boulot de l'entreprise, c'est-à-dire de réinclure et de former. Donc ce qu'on fait avec des industries, très concrètement, et il y en a une qui nous a dit très récemment, je fais ça depuis 1 an, et ben ça y est, elle me dit, j'ai 200 emplois, j'arrive pas à trouver des gens. Je recherche quelqu'un d'opérationnel. Maintenant, je prends 40 jeunes, je vais en garder peut-être que 20, mais maintenant, je mets un système en place pour les former. Mais c'est normal. Et elle trouve des gens qui vont avoir des différences, qui vont apporter une ouverture à l'entreprise. Donc, il faut qu'elle-même se dise que je vais réouvrir. D'accord ? On a beaucoup d'entreprises, par exemple, qui sont dans des recrutements. Et donc, le premier sujet de l'emploi, c'est pas la formation des personnes. Aujourd'hui, avec les plans 500 000, le plan 1 million qu'il y a eu, on a des gens super bien formés, d'accord? Au chômage, mais formés, mais au chômage. La problématique aujourd'hui des entreprises, ce qu'a fait le numérique d'ailleurs, ce sont les pratiques de recrutement à faire évoluer. Il faut réouvrir. Il y en a qui font encore avec des tests genre DV16 de l'époque pour recruter des personnes. C'est une aberration. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut réouvrir et prendre ce qui est possible. Alors, Luc Breton, finalement, vous vous rejoignez malgré tout, puisque vous, à un moment donné, dans votre livre, vous parlez d'écosystème. Est-ce que c'est pas ça la solution? Oui, enfin, je n'ai pas bien compris sur quoi on n'était pas d'accord finalement, mais je suis sur les pour ma talents. part aligné sur tout ça, sachant que les entreprises aujourd'hui sont à la chasse des talents, puisqu'il en manque, elles en manquent, et ces talents... D'ailleurs, on voit bien que le mot talent est complètement galvaudé. On l'utilise partout et pour tout, le mot talent, maintenant. Ils vont être l'objet d'une lutte farouche contre les différents acteurs économiques et non économiques. La singularité de ces talents, elle est clairement liée à la personnalité de chacun.
et non pas une fiche de poste. Moi je pense que la notion même de fiche de poste est totalement obsolète. On va assister, je pense, de plus en plus à des rencontres entre des personnalités et des entreprises qui ont une mission, une raison d'être. Et si cette rencontre entre l'aspiration personnelle des gens à se développer par le travail, parce qu'aujourd'hui, entre le travail et la vie perso, il n'y a plus de frontières claires, en tout cas ceux qui y arrivent, je suis intéressé de les rencontrer également, parce que c'est comme de plus en plus compliqué. L'interpénétration de ces deux mondes est totale, il y a une osmose absolue, et donc c'est important, quand vous passez l'essentiel de votre temps à travailler, d'être en harmonie avec la mission, la raison d'être de l'entreprise. Et donc je pense que ça va être de plus en plus une rencontre entre une personnalité qui a développé des talents, qui vont en développer d'autres par la suite, et une entreprise et des personnalités. Et donc dans ce cadre-là, les entreprises de nouvelle génération vont chercher, en tout cas c'est ce que j'observe par toutes les interviews que je réalise partout dans le monde actuellement, un découplage entre les fiches de poste et les personnes pour aller plus vers une notion de rôle. Une entreprise va avoir besoin de rôles. Ces rôles vont évoluer très rapidement. C'est le principe d'entreprise adaptative. Et des talents vont venir exercer ces rôles et ceci va évoluer en temps réel de manière quasi biologique. J'ai une étude sous les yeux qui montre que on a demandé aux exécutifs dans le monde du business et de la technologie s'ils pensaient que la force au travail allait changer de rôle dans les années qui viennent. Quasiment la moitié d'entre eux disent que 60% de leur force au travail va changer de rôle dû à l'impact technologique dans les 3 ans qui viennent. C'est un choc considérable. Et donc je pense que les organisations de nouvelle génération, en s'organisant avec des organisations plus plates, par cercle, avec des rôles qui vont venir trouver les aspirations de ces talents, vont pouvoir vraiment fonctionner de manière beaucoup plus optimale qu'aujourd'hui. Je pense effectivement, comme monsieur, que la formation va se faire avant tout dans les entreprises, dans les organisations, au fil de l'eau, va être beaucoup plus perlée, je dirais, quasiment tous les jours finalement, dans des situations de travail collaboratives. Je crois beaucoup aussi à la généralisation du principe d'entreprise étendue, c'est-à-dire que les salariés qui constituent le nucléus de l'entreprise vont représenter une partie des forces vives de l'entreprise, mais une grande partie également va être à l'extérieur de l'entreprise, je veux dire par là non salariés, mais plutôt par des prestations de services et des sollicitations à la demande. Donc vous voyez une augmentation du statut d'indépendant ou de freelance, c'est ça? Non seulement je l'intuite, mais c'est démontré par 100% des études sur tous les continents. C'est un phénomène extrêmement... oui, on dit 25% pour les États-Unis et 10% pour la France. On a tendance à croire que c'est subi en France, mais c'est recherché par beaucoup de gens, parmi d'ailleurs les profils les plus recherchés. Ils souhaitent faire finalement ce qu'ils ont envie de faire, choisir leur mission. Évidemment, ça ne s'applique pas à tout le monde, ce que je dis là, mais beaucoup choisissent ce statut aussi et ça n'est pas subi pour tous. Mais de toute façon, on voit aussi une mondialisation du travail, c'est-à-dire que maintenant, il y a des entreprises qui n'hésitent pas à embaucher un travailleur russe, je ne sais pas, de différentes nationalités pour arriver à trouver et à faire fonctionner Quand je parlais de leurs innovations. De start-up et de gouvernance agile, ce sont des méthodes qui sont devenues un espéranto mondial. C'est-à-dire que tout le monde travaille selon ces principes-là, qui arrivent finalement en école, en business school ou à l'école, tardivement, je dirais. C'est un peu comme la loi qui suit la jurisprudence du terrain. Ça finit par arriver dans les écoles. Alors justement, Bernard Barbier, on fait comment pour la formation professionnelle? Voilà. Justement, c'est très complémentaire avec ce qui vient d'être dit. C'est le point de désaccord que je disais tout à l'heure, c'est capter les talents. Nous, on est plus sur des profils que des talents, c'est le terme, effectivement, mais comme vous l'avez noté. Alors justement, plus au fil de l'eau, ce qui est demandé de plus en plus, c'est l'auto-formation. Un tutoriel en situation, capable de montrer et d'apprendre quelque chose. Plus ce sera en situation, sur l'instant, en situation et dans l'entreprise, plus il faudra avant avoir des formations qui préparent, qui développent les aptitudes humaines de base, avec des formations générales, pour donner la capacité à s'adapter ensuite dans les situations de travail.
et c'est souvent ça qui manque, c'est que le développement de la formation professionnelle a été un développement d'hyperspécialisation pour la professionnalisation et l'insertion professionnelle immédiate, ce qui fait qu'on forme un geste métier immédiat, sauf qu'un an après, ce geste métier a tellement évolué que la personne n'a plus les outils pour s'adapter à ce qui va en train d'évoluer. Donc on doit former à l'extérieur plutôt le développement d'aptitudes humaines de base. Il y en a 3 grandes, l'adaptabilité, parce que notre cerveau et notre système est déjà fait pour s'adapter. Donc on doit développer cette capacité d'adaptabilité sur la conscience de ce qui existe, donc pouvoir faire des diagnostics par exemple, et surtout la coopération. Je rappellerai que l'Homo sapiens est un être de coopération qui est fait pour être en collectif. C'est pour ça qu'on réapprend l'idée du collectif, mais c'est dans le système même de l'humain que... Dans l'ADN de l'humain, il y a aussi 2 caractéristiques, c'est la curiosité et l'envie d'apprendre, qui n'est pas du tout corrélée à l'âge, ni à aucun autre critère, c'est 100% des humains sont curieux, ont envie d'apprendre. Donc ça c'est très, je dirais, enfin moi je trouve ça très favorable à tout ce qu'on est en train d'expliquer sur le futur du travail. Merci beaucoup à tous les deux pour ce passionnant débat. Vous reviendrez pour en débattre parce qu'on n'a pas terminé bien sûr sur le sujet. En tout cas, je vous invite à acheter ce livre, #le futur du travail, parce que également la conclusion de la philosophe est très intéressante. Et donc, Julia de Funès. Voilà, je vous invite... Et pas langue de bois. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, bon, on n'a pas le temps d'en parler, mais on en parlera peut-être une autre fois. En attendant, on va faire une nouvelle pause avant de passer la parole à notre start-up du jour. Mais cette fois, c'est une pause pour un secret de cuisine. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Alors pour cette dernière recette de la saison, on va faire un plat de saison justement. Par ces chaleurs, rien de tel qu'un bon vieux tartare de bœuf avec des frites maison. Vous allez voir, cette recette est superbe. Je l'ai trouvée dans un livre, La cuisine de mon bistrot de Cyril Lignac, le chef Cyril Lignac, aux éditions Hachette. Alors pour la préparation, vous pouvez compter 40 minutes et 10 minutes de temps de cuisson pour les frites. On va faire un tartare pour 4 personnes. Tout d'abord, il vous faut 800 g de viande de bœuf, 4 échalotes, 6 cornichons, 4 cuillères à soupe de capre, du sel et du poivre. Pour la mayonnaise, vous avez besoin d'un jaune d'œuf, d'une cuillère à soupe de moutarde, de 10 centilitres d'huile d'arachide et du sel. Et pour les frites, vous avez besoin de 800 g de pommes de terre binge, de l'huile de friture et de la fleur de sel. Alors pour commencer, on va préparer la mayonnaise. Vous mélangez bien le jaune d'œuf avec la moutarde et un peu de sel. Vous ajoutez l'huile petit à petit en fouettant jusqu'à ce que le mélange épaississe. Vous préparez le tartare, vous pelez les échalotes, vous coupez finement les cornichons, les capres et les échalotes. Vous mélangez avec la viande hachée. Vous ajoutez 8 cuillères à soupe de mayonnaise, les capres hachés, les cornichons et les échalotes. Vous mélangez bien tout. Vous salez et poivrez à votre contenance. Et puis pour finir, on va préparer les frites. Vous faites chauffer de l'huile de friture à 150 dans une poêle ou mieux dans une friteuse. Vous pelez les pommes de terre ou pas, d'ailleurs c'est un peu comme vous voulez. Et vous les détaillez en frites. Vous les épluchez dans un torchon et vous les plongez 5 minutes dans l'huile, puis vous les égouttez. Vous montez la température de l'huile à 190 et vous replongez les frites pour 5 minutes. Vous les égouttez de nouveau, vous parsemez de fleurs de sel. Vous pouvez dresser votre tartare avec un emporte-pièce et vous pouvez même ajouter un peu de roquette assaisonnée sur le dessus. Vous servez ça avec un petit Saint-Amour et tout ira bien. Vous le dégustez sur votre terrasse, dans votre jardin, à la fraîche. Là, avant que vous me donniez la parole, Philippe, notre technicien, lisait la recette par-dessus mon épaule. Il en salivait déjà. Petit conseil pour faire cette recette, le jour où vous achetez la viande, n'attendez pas, il faut faire la recette tout de suite. Voilà, c'est tout simple et c'est tout bon. Voilà, c'était la dernière recette de la saison. Régalez-vous bien cet été. On se retrouve cet après-midi à 13h30 dans l'émission Sport en Val d'Oise. Au revoir et à très vite. Merci beaucoup Bruno. Effectivement, on vous retrouve cet après-midi et sinon en septembre pour une nouvelle recette. Laurent Sautré, vous avez pris la direction d'Airifund il y a un petit peu plus d'1 an. Alors vous surfez sur ce nouveau règlement du Parlement européen qui établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers. Expliquez-nous un petit peu ce règlement. Effectivement, alors, ce règlement date de 2004, mais il est relativement méconnu encore aujourd'hui. Il permet d'être indemnisé en cas de perturbation aérienne, donc principalement en cas de retard, d'annulation, de refus d'embarquement, quand c'est la responsabilité de la compagnie aérienne qui est mise en cause. Les montants peuvent être significatifs en termes d'indemnisation, ça va dépendre de la distance du vol. Un Paris-Toulouse ne va pas être indemnisé de la même manière qu'un Paris-New York,
Donc on est sur des montants de 250 €, 400 ou 600 € par segment de vol, donc par destination. Alors, on l'aura compris, votre société Air Refund propose un service d'accompagnement de passagers pour des vols perturbés. Quels sont les cas où on peut demander, où on peut vous demander de l'aide pour avoir une indemnisation? Et puis ensuite, on va voir comment ça se passe. Alors, donc, je rappelle, donc c'est bien donc, un retard de plus de 3 heures, une annulation d'un vol par la compagnie ou un refus d'embarquement. Qu'est-ce que ça veut dire un refus d'embarquement? C'est pas nous qui ratons notre vol. Non, mais en cas de surbooking, la compagnie peut intervenir, particulièrement dans la cabine, pour demander à des gens de sortir de l'avion ou de ne pas pouvoir simplement embarquer alors qu'ils ont un boarding pass. Donc ça arrive. Gardons en tête qu'en perspective des grands départs en vacances, soit qu'on est en vacances le soir, voilà. Donc il va y avoir la grande vague de migration des vacances, donc beaucoup de gens vont prendre l'avion. Potentiellement, ça va générer, l'année dernière, il y avait à peu près plus 55% de perturbations supplémentaires en 2018 par rapport à 2017, ne serait-ce qu'avec donc des retards ou des annulations qui sont essentiellement les principaux cas de perturbation. Et donc, comment fait-on pour bénéficier de vos services? C'est-à-dire que, oui, est-ce que c'est par Internet qu'il faut vous contacter? Est-ce qu'on peut vous appeler? Est-ce qu'on vous donne le dossier, vous occupez de tout? Est-ce qu'on a voilà, expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, vous pouvez aller sur notre site Internet, effectivement, qui est airrefund.com. Et vous commencez une démarche qui est très rapide, puisqu'en 2 minutes, vous déclarez juste votre vol. Vous déclarez votre perturbation, est-ce que c'est un retard, est-ce que c'est une annulation ou un refus d'embarquement. Et on a un système qui va automatiquement détecter si la perturbation entre dans le cadre du règlement. Ce qui veut dire que, grosso modo, j'ai une grosse base de données qui enregistre tous les vols à travers le monde et qui enregistre toutes les perturbations tous les jours. Et donc, il va pouvoir déterminer, avec un retour très rapide pour le passager, pour savoir si ça entre dans le cadre du règlement ou pas. Et dans ces cas-là, la démarche démarre, et donc le passager nous envoie son boarding pass ou ses documents de réservation avec sa pièce d'identité, et puis on va donc contacter la compagnie pour son compte avec les bons relais auprès des compagnies, parce qu'en fait le vrai sujet il est là, c'est le service d'indemnisation relativement méconnu, le règlement est méconnu. Deuxièmement, les compagnies ne font absolument pas l'effort de communiquer évidemment sur ce règlement, et par ailleurs font tout pour perdre le passager quand individuellement ils veulent le faire lui-même. Est-ce que c'est valable pour toutes les compagnies, même les compagnies low cost? Alors c'est valable effectivement pour toutes les compagnies, effectivement même les compagnies low cost. Il y a une petite subtilité, c'est tous les vols à partir de l'Europe, 37 pays du périmètre européen, pour toutes les compagnies. C'est-à-dire qu'un Paris-Pékin avec Air China va être éligible s'il a 3 heures de retard, ou plus. Et puis par contre, pour les retours en Europe, on va dire, donc votre Pékin-Paris ne sera éligible que si c'est une compagnie européenne. D'accord, donc il y a quand même quelques petites subtilités. Donc si on part par contre d'un pays dehors de l'Europe, ça ne fonctionne pas non plus. Alors si la compagnie est européenne. Il faut que la compagnie soit européenne. Si vous le faites avec Air France, par exemple, le Pékin-Paris, le vol en retard ou le vol annulé est bien éligible au sens du règlement. Est-ce qu'il y a une augmentation des perturbations? Est-ce que vous le voyez? Comment ça se passe en ce moment? Alors, effectivement, de toute façon, avec la saisonnalité et donc les départs, il y a effectivement, oui, de toute façon, il y a une augmentation puisqu'il y a des rotations très importantes aujourd'hui, voire trop importantes des mêmes compagnies qui essayent d'optimiser leurs appareils. Et donc, en cas de rythme, je dirais, du système, forcément, ça va attirer une problématique au sein de la compagnie et donc entraîner des retards à la chaîne, souvent, voire des annulations de vol. Donc c'est lié, je rappelle, c'est uniquement en cas de responsabilité de la compagnie, donc en cas de grève, en cas d'incident technique, en cas de panne. Et effectivement, chaque année, il y a une suraugmentation des incidents, mais aussi parce que le trafic aérien européen augmente. Juste pour rappeler, tous les 10 ans, on double du nombre de passagers au niveau européen. Et donc, du coup, quels sont les défis pour une entreprise, pour une jeune entreprise comme la vôtre, au niveau, alors là, cette fois, business market? Alors, je veux dire, on a 3 orientations, on va dire, commerciales au sein de la société. La première, c'est qu'on va développer notre orientation sur le voyageur d'affaires,
qui globalement n'est pas forcément au courant non plus. Donc on travaille avec les grandes sociétés, donc la plupart des sociétés du CAC 40, pour développer ce service. Il faut noter aussi d'ailleurs que ce règlement est rétroactif. En France, on peut revenir jusqu'à 5 ans en arrière. Donc je parle surtout aux auditeurs. Là, si vous avez eu un incident de vol, une perturbation qui a eu lieu en France, en tout cas jusqu'à 5 ans en arrière, vous pouvez, via Refund, faire valoir vos droits. Mais est-ce qu'il faut avoir gardé ses billets ou pas? Alors en cas d'annulation, non. Sa réservation, oui. Son document de réservation, oui. En cas de retard, oui, il faut son boarding pass. Mais souvent, on le conserve au sein de son smartphone. Donc Maintenant qu'il y a des outils numériques, tant mieux pour nous finalement. Exactement. De toute façon, on est pleinement dans l'ère du numérique, comme le disait Luc tout à l'heure. Et quel est le pourcentage de réussite par rapport à tous les dossiers que vous demandez? Alors, grosso modo, à partir du moment où les documents sont récupérés, il y a 2 étapes. Il y a une démarche amiable, je vais vous répondre à votre question, mais je vais juste expliquer aux auditeurs comment ça se passe. Il y a une démarche amiable de discussion avec la compagnie pour faire valoir les droits du passage de la compagnie en faisant intervenir des avocats partenaires. Donc dans ces cas-là, on entre dans une période de contentieux avec la compagnie et on va jusqu'au bout. Et donc là, je disais à peu près 25 à 30% des cas. Et là, c'est gratuit pour le particulier qui fait appel à vous? Excellente question. Toute la démarche est totalement gratuite et c'est uniquement en cas de gain de cause vis-à-vis de la compagnie qu'Agrifond prend une commission sur le montant de l'indemnisation. Voilà, donc votre business économique, c'est cette commission sur ce que vous pouvez gagner, que ce soit pour une entreprise ou pour un particulier. Exactement. Et quelle que soit la durée de la période pour être indemnisé, il n'y a aucun coût pour le passager. Merci beaucoup, Laurence Autré. On a compris qu'on pouvait revenir 5 ans en arrière si on a eu des retards. Et ça, c'est très important pour les entreprises en particulier, parce que il y a quand même beaucoup de voyages souvent. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce nouveau règlement européen. Je rappelle votre société, c'est Air Refund. Merci à tous pour votre présence au micro ce matin. Notre émission s'achève et moi, je vous retrouve bien sûr pour demain, pour la dernière de la saison. Belle journée à tous et prévenez-vous de la chaleur et buvez beaucoup. T'inquiète pas.